Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Rendez-vous avec Diana. Pour cette première, j'ai eu la joie d'accueillir Marion Vallée, sage-femme spécialiste en fertilité, et nous avons parlé du déploiement du plan national de lutte contre l'infertilité. Place à l'épisode. Bienvenue dans Rendez-vous avec Diana, le podcast où on parle fertilité et santé des femmes. Que vous veniez d'arrêter la pilule, que vous soyez en essai bébé ou engagé dans un parcours PMA, si vous cherchez des clés pour prendre soin de votre fertilité et de votre santé, vous êtes au bon endroit. Je suis Diana. Après 15 ans en tant que sage-femme, c'est mon propre parcours d'infertilité qui m'a menée à changer de vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes en désir de grossesse à redevenir actrices de leur parcours vers la maternité. Dans ce podcast, seule ou avec des invités, nous parlerons de fertilité, d'hormones, de cycles, de santé et de bien-être. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour le rendez-vous du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'infertilité. Un couple sur 4, en moyenne, rencontre des difficultés à concevoir après 1 an d'essai. Ça représente environ 3 millions de personnes. Et il y a quelques semaines, la ministre de la Santé a annoncé le déploiement d'un plan national de lutte contre l'infertilité. De quoi s'agit-il concrètement ? Qu'est-ce que ça change concrètement pour les couples qui sont en désir de grossesse? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour faire le point sur ce sujet, je ne serai pas seule. J'ai la joie d'accueillir Marion Vallée, qui est sage-femme experte en fertilité. Bonjour Marion. Bonjour Diana. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît Marion, par te présenter? Oui, alors je suis sage-femme depuis longtemps maintenant et je me suis passionnée pour ce sujet de la fertilité d'abord par intérêt personnel en voulant découvrir en fait plus d'informations sur mon cycle et la gestion de ma fertilité, dans l'idée qu'en fait finalement est-ce qu'une femme n'était pas capable de savoir quand est-ce qu'elle était fertile et quand est-ce qu'elle était infertile. C'est ce qui m'a poussée à chercher après mes études de sage-femme et à m'informer sur ce sujet et à découvrir qu'en fait, il existait beaucoup de publications scientifiques sur le sujet des manifestations physiques du corps de la femme qui la renseignent sur sa fertilité et son infertilité dans le cycle. Voilà, et donc ce sujet m'a vraiment passionnée, si bien que je me suis lancée ensuite pour en parler à mes patientes. Et puis, c'était pas forcément un sujet très à la mode à l'époque, mais le sujet est devenu de plus en plus présent dans les consultations. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes et de couples, à la fois sur des troubles de la fertilité, donc pour les femmes qui n'ont pas forcément de désir de grossesse, mais aussi des couples qui sont en désir de grossesse et qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour réaliser ce projet avec une médicalisation la moins forte. Ok, super. Merci beaucoup Marion. Donc vraiment le travail autour de la fertilité, de l'accompagnement aussi de l'infertilité, c'est vraiment des choses qui font partie de ton quotidien en tant que sage-femme. Exactement. Vraiment, moi, je m'inscris dans une démarche plutôt de prévention par la connaissance. Donc, prévention de l'infertilité par la transmission de ces informations auprès des femmes et des couples pour qu'ils puissent comprendre en fait quelle est la seule fenêtre fertile dans le cycle et et finalement diminuer l'attente pour réaliser leur projet et puis, bah, quand il y a besoin, bien sûr, d'orienter vers une médicalisation plus forte quand c'est nécessaire. Ok, super. Donc j'avais envie de poser cette question à tous les invités, mais je crois que tu y as déjà répondu à travers ton parcours. En quoi tu aides les femmes, les couples, à soutenir leur fertilité ou leur santé? Je crois que tu y as déjà Oui, en fait, répondu en partie. quand je reçois les couples au cabinet, alors souvent les femmes viennent seules, en première intention, mais pas toujours. De plus en plus, j'ai des couples qui viennent ensemble et c'est vraiment très précieux parce qu'en fait, la fertilité du couple, elle est vraiment duel. Il y a la fertilité de la femme, en partie et aussi la fertilité de l'homme et quand il y a des troubles de la fertilité, les causes sont à peu près, 50-50. Voilà et parfois elles sont même, l'un et l'autre. Donc en gros, il y a un tiers de causes féminines seules, un tiers de causes masculines seules et un tiers de causes, mixtes. Si bien qu'en fait, les 2 membres du couple doivent
quand je dis doivent, c'est pas une injonction, mais sont invités à vraiment améliorer leur mode de vie, parce que le mode de vie a vraiment une influence très forte sur la fertilité. Et donc, quand je dis mode de vie, c'est leur alimentation, leur activité physique, leur gestion du stress, leur sommeil, qui sont vraiment les 4 piliers indispensables à optimiser quand on est en projet de grossesse. Et aussi, bien sûr, par cette connaissance dont je parlais tout à l'heure, la connaissance du cycle, la connaissance de la fertilité, de la spécificité de la fertilité masculine aussi, puisque l'homme est fertile tous les jours. Et la femme est fertile quelques jours par mois. Donc, ces deux fertilités très différentes sont amenées à collaborer, entre guillemets, à être complémentaires pour pouvoir réaliser le projet de grossesse, puisqu'en fait, faire l'amour dans une période infertile n'apportera pas de grossesse. Donc, c'est ça qui permet aussi de peut-être faire baisser un peu le stress, de se dire, bah, en fait, faire l'amour tous les 2 jours, comme parfois les couples l'entendent, ça, ça peut apporter que du stress et finalement pas forcément permettre de réaliser le projet. Voilà. Donc, Ok. Oui, et comme j'ai l'habitude de dire tout le temps, enfin, les fertilités, c'est une histoire qui s'écrit à deux. Les deux partenaires doivent être impliqués dans ce projet. Et c'est vrai que faire l'amour tous les 2 jours, c'est pas forcément la stratégie qui est optimale dans l'objectif de concevoir. Merci pour ça, exactement. Marion. On va maintenant parler un petit peu plus en détail de ce plan. Alors déjà, à qui s'adresse ce plan qui va être déployé? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les mesures concrètes qui vont être mises en place? Oui, alors en fait, ce plan a fait suite à la déclaration du président de la République, donc Emmanuel Macron, sur le réarmement démographique qui a tant fait couler d'encre et fait parler, tellement que les mots étaient mal à propos pour parler de ce sujet-là. Donc il y a une réalité démographique, bien sûr, d'une baisse forte de la natalité, mais là, il s'agit d'un autre sujet qui est bien sûr en lien, mais qui est le sujet de l'infertilité, qui touche malheureusement de plus en plus de couples en France, mais pas seulement, à travers le monde, puisque l'OMS a aussi tiré la sonnette d'alarme récemment sur ce sujet-là. Donc on est de plus en plus confronté à l'infertilité, avec en première cause le recul de l'âge pour démarrer le projet. C'est-à-dire que les couples démarrent un projet de grossesse de plus en plus tardivement. Donc ça, c'est un paramètre important sur lequel il faut informer, non pas contraindre, mais dire qu'effectivement, cet âge plus tardif est un facteur d'infertilité, puisqu'en fait, que ce soit chez la femme et chez l'homme, on a une fertilité qui décroît au fil du temps et qui varie d'une personne à une autre et d'un couple à un autre, hein. Donc certains couples arrivent à concevoir à 40 ans de façon rapide, et d'autres couples ont du mal à concevoir à 25 ans de façon rapide. Donc après, il y a une grande variabilité aussi. Et donc, ce plan, tel qu'il a été, enfin, dans les bribes d'informations que l'on a, parce qu'on n'est pas au courant de tous les détails actuellement du plan, mais ce qui semble s'orienter, c'est que les couples vont recevoir une information à 29 ans. Et pourquoi Enfin, 29 et pourquoi pas 26 ou pourquoi pas 32? Est-ce qu'on en sait davantage? alors je ne sais pas pourquoi l'âge de 29 ans a été choisi. Au démarrage, il parlait de 25 ans. Là, on serait plutôt sur 29 ans, avec l'envoi d'un mail ou d'un SMS, on ne sait pas encore quelle va être la modalité, pour informer les femmes, les hommes sur leur fertilité, sur la possibilité d'une consultation de prévention de l'infertilité à partir de 29 ans. Je pense que cet âge de 29 ans, il doit être en lien avec l'âge de la majorité des couples enfin, dans le lancement du premier projet, qui est postérieur à 30 ans, mais ça permettrait d'anticiper par cet âge de 29 ans le lancement du projet, probablement, mais je n'ai pas tous les détails du plan, qui est encore flou, puisque le ministère de la Santé, là, actuellement, est en train d'auditionner différents intervenants, interlocuteurs, pour savoir comment orienter au mieux ce plan. Donc il y a vraiment cette partie communication auprès du grand public, auprès des patients, enfin, pour nous professionnels de santé. Il y a aussi toute une partie liée aux professionnels de santé qui est en train de se développer, puisque la Haute Autorité de Santé a créé un groupe de travail qui s'appelle Prévention en soins primaires de l'infertilité, donc qui s'adresse plus particulièrement aux sages-femmes et aux médecins généralistes,
pour leur donner un nouveau cadre de référence sur ce que doit comprendre la première consultation préconceptionnelle qui va être un peu calibrée d'une nouvelle manière sur un temps plus long qu'une consultation médicale classique pour prendre en charge le couple dans ces questions autour de la fertilité. Ok, Voilà, donc hyper intéressant. on a un groupe de travail qui est en train de travailler là-dessus et qui doit rendre bientôt ses conclusions. Et puis, il y a tout un volet aussi soutien à la recherche autour de la fertilité qui va se déployer. On ne sait pas trop dans quelle modalité pour l'instant. Et enfin, la formation des professionnels de santé qui va être renforcée, puisque s'il y a une nouvelle consultation qui est mise en place, ben, les professionnels de santé vont avoir besoin d'être formés pour cette consultation. Parce qu'en fait, les médecins généralistes, à travers des travaux de thèse d'étudiants en médecine et à travers également des travaux de mémoire d'étudiants de sage-femme, disent qu'ils sont insuffisamment formés sur ce sujet-là. Voilà, donc il y a vraiment un souhait de renfort de formation pour les pros de santé. Eh ben, ce serait peut-être le moment idéal à l'occasion de cette consultation de parler d'observation du cycle, peut-être. Ça pourrait être Ça a hyper l'air de faire intéressant. partie des projets. Super. Donc je m'en réjouis parce qu'effectivement, je reste convaincue par mon expérience libérale qu'aujourd'hui, en 2025, 26, 27, enfin actuellement, on peut être infertile par méconnaissance. Ce qui est assez fou finalement, mais moi j'en suis témoin. J'ai reçu des femmes et des couples qui n'avaient aucune idée d'une fenêtre fertile. Et on sait, parce que l'INED a mené une grande étude l'année dernière, que les couples font de moins en moins l'amour. Alors, c'est pas Ok. forcément, c'est pas un problème en soi. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de consentement. Donc ça, c'est très positif. Ça, c'est une super nouvelle. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a de moins en moins de rapports sexuels traditionnels, avec pénétration, éjaculation interne. Mais si on fait de moins en moins l'amour et qu'en plus on fait pas l'amour au bon moment, ben, on imagine bien que ça peut être un facteur d'infertilité simplement par méconnaissance. C'est ce que j'appelle l'infertilité par méconnaissance du cycle. Voilà. Donc ni tous les 2 jours, ni de façon, sans comprendre. Après, on peut faire l'amour dans une phase infertile sans aucun souci. Oui, moi j'ai Voilà. l'habitude de dire que voilà, on a un rapport quand on a envie d'avoir un rapport. Mais c'est vrai que quand on est dans cet objectif de conception, bah, l'idéal c'est de cibler la fenêtre de fertilité, là où on va avoir les critères de fertilité maximale. C'est là où Exactement. on a le plus de chances. Tout à fait. En tout cas, avoir conscience que c'est ces jours-là qu'on a des chances de concevoir. Et si on décide pour ce cycle-là, ou parce que c'est pas possible, parce que l'un ou l'autre est en déplacement ou qu'on n'a pas envie, etc., il n'y a pas de problème. Simplement, comme l'infertilité se définit par 1 an de rapport non protégé sans grossesse, en fait, il faudrait compléter cette définition de l'infertilité en disant 1 an de rapport non protégé au bon moment du cycle, donc en phase fertile, sans grossesse. Parce que quand je fais le point avec les femmes et avec les couples dans l'année qui vient de s'écouler, est-ce que vous pensez avoir eu des rapports en phase fertile chaque cycle? Bien souvent, c'est non. Et en fait, quand on corrige, entre guillemets, la durée par rapport au cycle où vraiment le couple a essayé en phase fertile, parfois on se retrouve avec 4 cycles sur une année. Ouais, donc une Donc en vraie fait, on n'est pas réduction du des tout. chances. C'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, ça me permet de leur dire, bah voyez, il y a eu 4 cycles seulement où vous avez tenté de concevoir. Donc finalement, c'est beaucoup moins alarmant qu'un couple qui a essayé chaque cycle pendant 1 an et sans résultat. Voilà, ça permet aussi de prendre du recul et de pouvoir les orienter le mieux possible sans rajouter du stress, parce qu'on sait que le stress, j'en ai parlé dans les piliers, a vraiment une influence forte à la fois sur la fertilité, mais en plus d'être infertile, de ne pas réussir, crée du stress. Donc on a vraiment une boucle un peu infernale du stress qui va être cause et conséquence et sur lequel on doit s'arrêter en tant que professionnel de santé en disant, bah voilà, moi, mon objectif, c'est aussi que vous soyez serein dans ce projet-là. Ouais, le stress, c'est vraiment un pilier qui est complètement en sous-coté. Dans ma pratique en tout cas, j'ai le sentiment que les femmes, les couples ne sont pas conscients du fait que le stress, c'est un événement, enfin, c'est fondamental dans
le cycle, ça peut venir impacter le cycle, ça peut venir impacter l'ovulation. Ça a un vrai impact sur le corps des femmes. Et même de la Et des hommes, très spermatogenèse, certainement ouais, aussi. exactement. Et en fait, la bonne nouvelle derrière ça, c'est qu'en fait, on peut gérer son stress. Bien Parce sûr. que le stress, les femmes, elles disent: «Ah oui, mais moi, je suis stressée, je ne sais pas comment lutter contre». En fait, il s'agit vraiment de trouver des outils pour baisser son stress, parce que du stress, on en a de toute façon. On ne peut pas baisser son stress au travail, on ne peut pas baisser son stress dans le quotidien si on est en train de courir toute la journée, si on a peut-être déjà un enfant et que ça nous crée de la tension, ou si on a un climat familial qui est compliqué. Hem donc le stress, s'il est là, bah, c'est comme ça. Mais simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, c'est comme ça que j'interroge mes patientes et les couples. Qu'est-ce que vous mettez en place pour gérer votre stress, pour faire baisser la tension? Voilà. Et il y a plein d'outils très concrets comme par exemple la cohérence cardiaque, mais ça peut être de la respiration très simple, de sortir se balader, de lire un livre, de prendre un bain. Enfin, voilà, c'est pas des choses incroyables ni coûteuses, par des choses Oui, très simples, on il y peut a gérer plein de son choses stress. à faire une activité, un puzzle, une activité qui permet de mettre le cerveau en off pour vraiment respirer, avoir une bouffée d'oxygène. Vraiment, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est se concentrer sur des activités qui leur font du bien, vraiment, pour gérer C'est ce ça. stress. Et concrètement, qu'est-ce que tu penses que ça va changer la mise en place de ce plan pour les femmes et les couples qui sont en désir de grossesse actuellement et chez qui malheureusement ce projet tarde un peu à se concrétiser? Je suis vraiment très, impatiente de la concrétisation de ce plan, parce que moi je crois vraiment à l'intérêt de la prévention. Je trouve que la prévention en santé actuellement, est sous-cotée, C'est la grande sous-mise en absente. avant. Oui, c'est la grande absente. En médecine, on va dire à un patient, qui n'est pas malade, qu'il est en bonne santé, mais en fait, un patient, peut, ne pas être en bonne santé sans non plus être malade et être dans cette grande zone du trouble. Et sur le sujet de la fertilité, on a aussi des couples qui, ne sont ni en très bonne santé, parce qu'en fait, bah, ils essayent de concevoir, ils n'y arrivent pas, et pour autant on n'a pas de diagnostic. Donc ça concerne 25 des couples, c'est énorme. Un couple sur 4 qui n'arrive pas à concevoir, donc qui est considéré infertile, on ne trouve pas de diagnostic. Donc ça veut pas dire qu'il y a rien, ça veut simplement dire qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Peut-être parce que l'état actuel de la science ne nous permet pas de poser un diagnostic, parce qu'on ne sait pas tout. Et c'est pas ça ne veut pas dire que c'est dans la tête. Voilà, ça fait aussi un peu le lien avec le stress, parce qu'on pourrait dire: «Ah bah oui, mais si jamais il n'y a pas de diagnostic médicaux, c'est que c'est psychologique ou psychosomatique». Bah non, en fait, ça peut être une cause que l'on a simplement pas cherchée, pas comprise, ou alors un cumul de petites choses. Comme je dis souvent aux patients, il y a peut-être pas de gros feux orange, il y a peut-être plein de petits, il y a peut-être pas de gros feux rouges, pardon, il y a peut-être plein de petits feux oranges qui s'accumulent et qui font que, bah oui, il y a un peu de stress. Il y a une alimentation qui est pas super optimale, il y a peut-être pas assez d'activité physique ou un peu trop, il y a peut-être un sommeil un peu insuffisant, et puis il y a peut-être un peu des carences, dans son assiette, parce que, bah, voilà, on n'a pas forcément fait attention à ses apports, en protéines, en oméga 3, et cetera. Et donc tout ça mis bout à bout font une situation d'infertilité. Donc moi, je suis vraiment très heureuse de voir que, le gouvernement met les moyens pour, vraiment améliorer la prévention, pour que les couples puissent avoir toutes les informations nécessaires, et c'est vraiment le sens aussi de mon engagement là plutôt sur les réseaux sociaux. Parce qu'au cabinet, je vois peu de patients finalement par rapport à tous ceux qui peuvent être touchés par les réseaux sociaux. Donner un maximum d'informations pour que chacun puisse agir, en conscience et en pleine liberté, en se disant: «Bah, moi, je me lance dans le projet et j'ai récolté un maximum d'informations pour que le projet se passe le mieux possible». Parce que tout ce qu'on fait en amont de la grossesse, beh, c'est gagné pour la santé de la mère, de l'enfant, in utero et aussi en postpartum. On sait qu'il y a une très forte influence de la qualité des gamètes, ovules, spermatozoïdes, sur le déroulé de la grossesse et sur la santé de l'enfant. Donc c'est aussi, je trouve, source de grande motivation, en tout cas pour moi, de contribuer à cette prévention et de voir se développer la prévention en France autour de ce sujet.
Donc c'est hyper important, ne serait-ce que au-delà des problématiques de fertilité, pour la santé des femmes, pour la santé des enfants à naître, de mettre l'action vraiment de manière très forte sur la prévention en amont même de la conception. Exactement. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup des 1000 jours, qui est un concept qui s'est beaucoup développé, les 1000 jours, c'est en fait 1000 jours de vulnérabilité pour la femme enceinte et l'enfant à partir de la conception jusqu'à ses 2 ans. Mais en fait, je pense qu'il faudrait plutôt parler de 1090 jours, parce qu'en fait, dans les jours qui précèdent la conception, la qualité des gamètes, des spermatozoïdes et des ovules vont conditionner la suite. Voilà, donc les changements, on n'attend pas d'être enceinte pour se dire, OK, maintenant, ça y est, je suis enceinte, je vais arrêter de fumer, je vais être plus attentive à mon alimentation, je vais me lancer dans le sport et je vais gérer mon stress. Surtout qu'au premier trimestre de grossesse, c'est pas le moment où on a une alimentation la plus optimale parce qu'on peut avoir la nausée ou vomir et que, en fait, l'important, c'est de manger quelque chose qui passe, Voilà ce qu'on arrive ce à qu'on manger. peut, ce qu'on arrive à manger. C'est pas le moment où on va se lancer l'activité physique parce qu'on n'est pas au top de la forme en général. Gérer son stress, c'est compliqué parce que, il y a tout un bouleversement qui se met en place et puis, dormir, on fait comme on peut, quoi. Voilà, donc tout ce qu'on peut mettre en place en amont, c'est vraiment, l'idéal pour, la suite. Ouais, c'est ça de gagner pour la suite, en fait, ce qu'on a déjà mis en place en amont. Tout à Super. fait. Et est-ce que tu penses que ce plan, le déploiement de ce plan, ça va pas être quelque chose qui va encourager à la préservation des gamètes? Je pense à la cryopréservation notamment. Alors là, pour l'instant, c'est assez flou, effectivement par rapport à ce sujet-là. Il y a une tendance qui se développe quand même à la promotion de la cryopréservation, des ovocytes. Et mon positionnement sur ce sujet est assez simple. En fait, moi, je pense que ça ne rentre pas dans la prévention. Et ça peut donner l'impression, je parle bien de la préservation sociétale, que l'on appelle sociétale, c'est-à-dire hors cadre médical, d'une femme qui aurait un traitement par chimiothérapie pour un cancer et à qui on va proposer une conservation des gamètes. Je parle vraiment de femmes à qui on va dire, voilà, vous avez la possibilité de congeler vos ovocytes pour le jour où vous voudrez concevoir, comme ça vous aurez une sécurité dans un laboratoire d'assistance médicale à la procréation. Je pense que, d'une certaine manière, c'est donner l'impression à la femme que justement, elle a cette sécurité procréative, alors qu'on sait que c'est absolument pas une garantie de réussite. C'est-à-dire qu'une femme qui va congeler ses ovocytes, déjà, on sait, par rapport aux chiffres des pays qui l'ont légalisé depuis longtemps, qu'entre 10 et 15% seulement sont utilisés, donc c'est très peu. Parce que la majorité des femmes qui se lancent dans un projet de grossesse va déjà commencer par se lancer dans un projet de grossesse spontanée avant d'aller vers un laboratoire de PMA. Donc ça, c'est une bonne chose puisque la plupart des femmes préfèrent concevoir sous la couette, entre guillemets, qu'au laboratoire de PMA, sauf exception. Et donc, déployer des financements considérables pour encourager cette préservation des ovocytes au détriment d'une prévention ou d'une information des couples me semble pas forcément la bonne option, puisque je pense qu'il vaut bien mieux inviter les couples à réfléchir, à se poser la question, est-ce que je veux concevoir un jour ou pas? Parce que la question fondamentale, c'est ça, est-ce qu'un jour j'ai envie d'avoir des enfants? Alors parfois on n'a pas la réponse, mais et faire en sorte que l'État s'implique pour favoriser la sérénité autour de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, dans les problématiques de natalité, il y a aussi une anxiété des femmes Tout sur à fait. comment je vais réussir à mener ma vie de mère et ma vie de femme qui travaille, comment je vais réussir à finir les fins de mois parce que un enfant, c'est coûteux. Donc je pense que la cryopréservation des ovocytes ne me semble pas être la priorité. Et je vois une autre problématique autour de ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est légalisé. Il y a un embouteillage avec Considérable. des délais considérables pour congeler ces ovocytes, au même endroit que les couples sont pris en charge pour l'infertilité, ce qui fait que ça retarde aussi les couples qui sont dans un projet actuellement
de procréation et doivent attendre aussi la disponibilité de l'équipe médicale qui se concentre sur tous les fronts en même temps. Donc, on a aussi une perte de chance pour ceux qui se lancent dans le projet, sachant que les femmes qui viennent conserver, on a dit 10 à 15% utiliseront leurs gamètes. Voilà, donc je suis un peu. Enfin, moi, mon positionnement, c'est vraiment plutôt d'informer les femmes que je vois au cabinet et qui me parlent de cryopréservation des ovocytes, en leur disant voilà, posez-vous la question déjà, est-ce que vous voulez un jour concevoir? C'est ça qui est la question fondamentale. Et si oui, qu'est-ce que va vous apporter cette congélation des ovocytes? Certaines, bah oui, tiennent au projet coûte que coûte et veulent avancer vers ça. Mais pour certaines, elles sont un peu prises de panique en se disant, bah voilà, ça rajoute un stress parce qu'il y a une limite d'âge. Et donc, je vais y aller vite, vite avant la limite d'âge pour être sûre qu'au moins j'ai assuré mes arrières. Tout en sachant qu'une fois qu'on a congé ces ovocytes, on n'est pas non plus sûr que le jour où on va les utiliser, ça fonctionne. Et Oui, c'est parce ça, que moi, que je veux pas. Enfin, ça me ferait tellement mal au cœur de me dire que la femme s'est dit c'est bon, je suis tranquille, j'ai mes ovocytes qui sont congelés. Mais oui, et si jamais ça fonctionnait pas. oui, parce qu'il faut bien rappeler aussi que la PMA, c'est que 30-33% de chances de réussite. Donc ça, c'est important d'informer les couples à ce sujet-là aussi, que ce soit dans le cadre d'une préservation des gamètes ou que ce soit dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Dans mes souvenirs, il y a le professeur Amama qui disait la PMA, ce n'est pas une baguette magique. Exactement. Donc c'est vrai que c'est toute cette difficulté dans toutes ces informations mises bout à bout qui doivent nous inviter à nous poser des questions en nous disant bah se rassurer comme ça, pourquoi pas, mais finalement, on sait quand même que c'est pas une garantie à 100%. Et donc, et en plus, le corps d'une femme, au moment où la fécondation in vitro aurait lieu, où le transfert aurait lieu en utilisant les gamètes qui sont plus jeunes, ses propres gamètes qui ont été conservés donc plus jeunes, il y a aussi le paramètre du corps de la Tout à femme à fait. l'instant T. C'est-à-dire qu'une grossesse à 40 ans, bah, ça va avoir une influence différente qu'une grossesse à 30 ans. Ça, ça reste statistique. C'est-à-dire que moi, je dis aux patientes, bah, vous, soit votre grossesse va très bien se passer, soit il va y avoir des aléas, c'est 0 ou 100%, quoi. Mais nous, en tant que professionnels de santé, on doit informer sur la prévalence globale en disant, voilà, une grossesse à 40 ans, bah, c'est un surrisque d'hypertension, de diabète et de problématiques de grossesse obstétricale que l'on ne peut pas mettre en stand-by comme on a pu congeler les ovocytes. Donc, on va avoir un bénéfice sur la qualité de l'ovocyte, mais sur l'état de santé de la mère, ça, on n'a pas d'influence. Voilà. Donc, il y a tout ça, vous voyez, qui vient s'entremêler et nous poser question et qui doit être prise en compte et qui doit faire partie vraiment de toute la communication autour du sujet plutôt que de dire allez-y, foncez, c'est la solution pour être un jour maman si vous décidez d'être maman un jour. Ouais, c'est un peu réducteur que de mettre ça en avant. En tout cas, toute la communication autour sur les plus et les moins, les avantages et les inconvénients doivent être mis en place pour que les femmes ne viennent pas dans nos cabinets dans 10 ans nous dire si j'avais su. Ouais. Voilà, parce que ça, il n'y a rien de plus difficile à entendre pour un professionnel de santé qu'un patient qui dit ah mais si j'avais su, j'aurais pas fait les mêmes choix. Ouais. Voilà. Et ça, en fait, toute la société ne peut pas favoriser ce type de retour et finalement se dire, bah voilà, on va tout faire pour que ça se déroule parce que c'est légal et c'est comme ça et on peut l'offrir aux femmes. D'une certaine manière, c'est très bien. Et en même temps, si jamais dans 10 ans, elles n'arrivent pas à mener leur projet et qu'elles nous disent si j'avais su, bah, on sera tous responsables. Tout à fait. Voilà. Donc, Donc, toi, si tu avais carte blanche, si tu étais auditionné par le gouvernement, si tu avais carte blanche comme dans la campagne de prévention, d'organisation autour du déploiement de ce plan national contre l'infertilité, quelles seraient les mesures que tu prendrais? Qu'est-ce que tu déciderais de mettre en place? alors moi, je généraliserai la proposition d'une consultation fertilité à l'âge que les personnes souhaitent, c'est-à-dire une consultation qui soit longue, donc auprès d'une sage-femme ou d'un médecin généraliste,
pour les femmes et les hommes. Consultation longue qui sera en plusieurs volets, c'est-à-dire qui, pour la première, serait vraiment un état des lieux de la santé de la personne, du patient, pour identifier des facteurs d'infertilité, mais pas seulement, puisqu'en fait, les facteurs de santé vont avoir une influence sur la fertilité, mais vont avoir aussi une influence sur la santé au plus long cours. Voilà, donc une consultation longue pendant laquelle il y aurait vraiment une partie destinée à l'éducation sur le sujet de la physiologie du cycle et de la spermatogenèse, qui puisse être suivie par une autre consultation le jour où le couple va se lancer dans le projet. Voilà, donc une consultation en plusieurs volets, avec l'invitation à l'observation du cycle pour les femmes qui veulent se lancer dans cet apprentissage. Parce qu'ensuite, l'observation du cycle, le fait de noter chaque jour ce qui va se passer dans le cycle, a vraiment une importance considérable pour le professionnel de santé qui est formé pour comprendre s'il y a des troubles et les prendre en charge de façon précoce sans attendre un an. Parce qu'aujourd'hui, les femmes qui identifient des problématiques dans leur cycle, si ce n'est pas des problématiques majeures comme une aménorrhée, une absence totale de règles, on va leur dire bah, ça fait pas encore un an que vous essayez de concevoir, donc on se revoit dans un an. Alors moi, c'est pas ce que je leur dis, parce qu'en fait, quand il y a des troubles identifiés, on va les prendre en charge tout de suite, ça sert à rien d'attendre un an, et un an plus tard, trouver toujours les mêmes problèmes. Voilà. Oui, et Mais puis comme solution renvoyer vers la PMA parce qu'on n'a pas accompagné ces problématiques qui sont là. Comme je pense par exemple à une phase lutéale qui serait un peu fragile, une progestérone qui serait un peu faible. Ça, c'est des choses qu'on peut corriger quand même. tout à fait. Tout à fait. Donc ça, si j'avais carte blanche, ce serait vraiment. Mais ce qui me réjouit, c'est que j'ai l'impression que on s'oriente vers ça. Donc Super. j'attends avec impatience cette consultation longue, qui soit une consultation soit de couple, soit une consultation individuelle, pour pouvoir à la fois prendre le temps d'une anamnèse très approfondie, et aussi d'une éducation, le mot thérapeutique est mal choisi, mais d'une éducation autour de la fertilité Une pour que le couple... sensibilisation peut-être. C'est ça, oui, une sensibilisation et un apprentissage, parce qu'il y a vraiment une partie presque de formation, pour que le couple puisse, en temps voulu, se lancer dans les meilleures conditions. Et ça pourrait être une consultation. Imaginons un couple qui aurait 23, 24, 25 ans, que ce couple pourrait avoir accès à cette consultation de préparation, si je puis dire, au projet bébé en quelque sorte. Oui, exactement. Donc peu importe l'âge. Parce qu'on peut commencer à agir sur sa santé et sa fertilité à n'importe quel âge en fait. Oui, en fait, je pense que enfin, ce qui est la bonne idée, c'est de systématiser l'envoi de l'invitation, comme on reçoit l'invitation pour les dents, Ouais. pour le frottis, etc. Systématiser l'envoi de cette consultation prise en charge à 100%, à un certain âge, 29 ans, pourquoi pas, 30 ans, enfin, peu importe à la limite, mais donner l'accès à cette consultation à un couple à n'importe quel âge, parce que s'il se lance dans le projet de grossesse à 20 ans, ça arrive, qu'il puisse avoir ces informations beaucoup plus tôt. Ouais, c'est pas la majorité, mais oui, effectivement, ça arrive d'avoir des couples qui ont envie de se lancer dans un projet bébé et qui se retrouvent parfois démunis parce que la seule chose qu'on leur dit, c'est bon, bah, prenez de l'acide folique, ayez des rapports de tous les 2 jours et puis revenez me voir dans un an. Exactement. C'est changer vraiment ce discours qui est beaucoup trop simpliste quand on sait l'état de la fertilité en France. Et j'ai rencontré des jeunes couples de 25 ans à qui on a dit bah, c'est bon, vous êtes jeunes, donc on a le temps. Donc pour vous, bah, revenez me voir dans 2 ans. Alors qu'en fait, au contraire, un couple jeune qui n'arrive pas à concevoir dans un délai d'un an, en ayant visé entre guillemets la bonne période, c'est plus problématique qu'un couple de 35 ans qui a essayé pendant un an et qui n'a pas démarré une grossesse. Parce que c'est plus logique à 35 ans que le temps se rallonge qu'à 25 ans où ça doit être rapide. Voilà, donc c'est vrai que dans cette notion de timing, on est aussi un peu conditionné par les délais de la PMA, parce qu'on sait qu'ensuite ça prend du temps et que les chances de réussite de PMA sont bien meilleures chez des patients jeunes. Mais en fait, je suis persuadée que la PMA, ça doit rester le dernier recours. Quand on a déjà agi en amont pour restaurer la fertilité du couple,
dans l'objectif que le bébé soit un bébé maison, entre guillemets, Un bébé versus couette. un bébé couette versus un bébé laboratoire. Parce qu'en fait, on sait que les grossesses se passent aussi mieux, que le postpartum se passe mieux. Enfin voilà, il y a vraiment un vrai bénéfice à agir, à mettre le paquet, entre guillemets, sur toute cette phase de projet, plutôt que sur la médicalisation qui reste importante pour certains couples qui de toute façon en auront besoin. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais que les femmes et les couples qui nous écoutent aujourd'hui retiennent de tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui? S'il y avait vraiment une chose hyper importante que nos auditeurs devraient retenir, de quoi il s'agirait? Que vous avez entre les mains beaucoup de cartes pour réaliser votre projet maison, et que la médecine peut vous apporter bien sûr des réponses. En tout cas, moi, je vous encourage à consulter dès le début du projet ou même un peu avant le début du projet un professionnel de santé qui va vous transmettre ses connaissances, prendre le temps d'évaluer avec vous votre mode de vie pour que vous puissiez vraiment mettre toutes les chances de votre côté et que ce projet soit le plus serein possible. Parce que on sait que quand on rajoute de la médecine et de la médecine et de la médecine, bah, ça augmente le stress. Donc voilà, consultez surtout dès le début du projet et puis en cours de projet, si vous voyez qu'il y a des choses qui apparaissent, des problématiques que vous identifiez, pour en fait être prise en charge et ne pas rester seule dans cette phase-là. Oh, super, merci beaucoup Marion. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te suivre sur les réseaux, si on a envie de voir un petit peu tes actualités, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur Instagram principalement, où je crée du contenu autour du sujet de la fertilité, des troubles du cycle, des hormones, etc. Donc c'est mon compte Marion Vallée Sage-Femme. Je sors un livre très prochainement qui va s'appeler Objectif bébé, donc qui Super, va répondre à beaucoup de vos questions, puisque c'est un format questions-réponses. Donc en fait, on peut piocher les questions que l'on a et puis lire mes réponses. Voilà, c'est principalement là que vous allez trouver du contenu sur le sujet de la fertilité. Et puis très récemment, là, on a commercialisé un coffret, Ma Cyclobox, pour découvrir le cycle, les hormones, l'observation du cycle, comment on peut suivre jour après jour ces phases, ces fluctuations, le lien entre les hormones et puis aussi notre état émotionnel, notre mode de vie. Voilà, pour les femmes qui ont envie d'explorer tout ça, donc Ma Cyclobox. super. Je vous mettrai ça, toutes ces informations dans les ressources de l'épisode. Une petite question rituelle que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que toi tu as mis en place récemment dans ta vie pour soutenir ou ta santé ou ta fertilité que tu aurais envie de partager avec nous? Alors moi, je suis à 8 mois de grossesse. Donc la Donc c'est fertilité, ça va? voilà, bah alors j'ai beaucoup de chance sur ce sujet parce que j'ai découvert l'observation de mon cycle quand j'avais 23 ans. Et donc c'est vrai que mon cycle, c'est vraiment mon baromètre de santé. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Association des gynécologues obstétriciens américains considère le cycle comme un paramètre vital. Tout à C'est fait. pas rien, c'est-à-dire que mon tableau quotidien du cycle que je remplis quand je suis pas enceinte, c'est vraiment comme un électrocardiogramme, comme un électroencéphalogramme, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui me permet de savoir où j'en suis au niveau de ma santé. Et pendant toutes ces années, pendant quasiment 20 ans, j'ai pu identifier des moments où mon cycle allait moins bien et qui étaient corrélés à des moments où j'étais un peu plus stressée, où j'avais une attention moins bonne sur mon mode de vie. Voilà, donc c'est vraiment ça que je mets en place, pas forcément très récemment, mais au quotidien, vraiment d'être à l'écoute. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Marion d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet échange passionnant. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous.